Merci Marie-Laure. Alors je vais vous décevoir tout de suite, je ne vais pas parler du contrôle dans sa généralité aux États-Unis, je vais simplement prendre quelques éléments d'actualité liés aux technologies. Alors aux technologies, du point de vue d'une juriste, je m'excuse par avance auprès de nos amis techniciens qui vont trouver que c'est sans doute un petit peu léger. Alors les États-Unis, tout le monde bien sûr a en tête un certain nombre de dates importantes par rapport à la surveillance de manière générale. Évidemment, 11 septembre, révélation Snowden, et sans doute aussi que la présidence Trump marquera la question. Pour ne pas perdre de temps, donc je vais diviser mon propos en évoquant la surveillance interne et la surveillance externe, ce qui est très artificiel, on va le voir, mais c'est comme ça que se construit la réglementation, et c'est le cas aussi en France, notamment par rapport aux institutions compétentes. Donc, concernant le renseignement intérieur, donc les garanties que l'on peut essayer de voir, le contrôle que l'on peut espérer, d'abord un contrôle judiciaire de la Cour suprême, les garanties constitutionnelles, et je voudrais simplement rappeler le principal amendement qui permet cette protection, ou en tout cas dont on attend de la protection, c'est le 4e amendement, donc le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, domicile, papier et fait contre les perquisitions et saisies non motivées, déraisonnables. Donc ce droit ne sera pas violé et aucun mandat ne sera délivré si ce n'est sur présomption sérieuse, une cause probable, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement le lieu à fouiller, les personnes ou les choses à saisir. Donc en principe, on l'aura compris, il faut un mandat judiciaire, et évidemment beaucoup de débats tournent autour de cette question du mandat. Alors cette question du mandat et des garanties constitutionnelles de l'application du 4e amendement est particulièrement difficile, délicate me semble-t-il en matière technique, et je voudrais simplement, pour m'inscrire dans une actualité, il a été question de l'affaire Microsoft, effectivement, que va juger la Cour suprême pendant ce mandat. Également une autre affaire, l'affaire Carpenter contre États-Unis, que l'on attend aussi. La Cour suprême a décidé de se saisir de cette affaire, elle doit se prononcer à l'automne pendant ce terme, et donc dans cette affaire il s'agit de criminalité ordinaire, il ne s'agit pas du tout de sécurité nationale ni de terrorisme, ni de renseignement intérieur. La question va être de savoir si le 4e amendement s'applique, si on peut espérer une garantie constitutionnelle par rapport à l'utilisation des données d'un téléphone mobile, d'un cellulaire, et en particulier on va retrouver les fameuses données de connexion dont on parlait tout à l'heure, les fameuses métadonnées, en particulier bien sûr les données de localisation, de géolocalisation. Alors la Cour d'appel fédérale pour le 6e circuit a considéré que ces données n'étaient pas des données personnelles, ne devaient pas bénéficier d'une protection à la vie privée, la protection du 4e amendement, et donc on attend avec une très grande impatience la décision de la Cour suprême. La Cour d'appel fédérale s'est fondée pour décider sur des précédents, bien sûr, et en particulier sur Smith contre Maryland, donc 79, à l'occasion duquel la Cour suprême a considéré qu'il n'y avait pas d'attente de vie privée, il ne doit pas y avoir d'attente raisonnable de vie privée quand il y a une tierce personne, c'est la théorie de la tierce personne, susceptible d'accéder à l'information, susceptible d'accéder aux communications. Alors évidemment, vous voyez tout de suite le problème, en 79 ça pouvait passer, en 2017, compte tenu de tous les intermédiaires techniques, technologiques, fournisseurs d'accès, hébergeurs, etc., évidemment il y aura toujours dans une transmission, dans une télécommunication, dans une communication électronique, il y aura toujours une tierce partie, et donc appliqué aux technologies, ça n'a vraiment plus de sens aujourd'hui, et donc voilà, pas d'attente de vie privée. On se demande bien comment la Cour suprême va pouvoir éventuellement faire évoluer cette doctrine par rapport aux technologies. Donc ça me paraît tout à fait intéressant à surveiller, parce qu'au-delà de la question du téléphone cellulaire, bien sûr, d'autres technologies seront impactées par ce qui sera dit. Le deuxième point que je voulais voir, s'agissant de la surveillance intérieure, concerne ce qui est un peu plus
ce dont une échelle à laquelle on pense moins quand on parle de surveillance, de contrôle du renseignement. On pense au niveau étatique, au niveau fédéral, mais bien sûr, il y a le niveau étatique au sens de fédération, et aussi niveau local, au niveau des municipalités. Un certain nombre de villes aux États-Unis sont particulièrement puissantes. La police de New York, par exemple, évidemment, a beaucoup de moyens. Et là, ce que l'on constate, c'est que beaucoup de moyens technologiques sont utilisés pour surveiller la population. Alors bien sûr, ça va être pour des motifs de sécurité de manière générale. Et je rejoins tout à fait Marie-Laure sur le fait de savoir qu'est-ce que la sécurité aujourd'hui et la sécurité nationale. Quand on est en menace permanente de terrorisme, évidemment, le terrorisme est tout de suite présent dans les esprits, dans les interprétations que l'on donne de la sécurité. Donc au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme, on va placer des caméras de vidéosurveillance, des dispositifs de reconnaissance faciale. Et là, évidemment, aux États-Unis, ce sont des choses qui se développent énormément. New York le fait, Chicago le fait, donc pour citer quelques exemples. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi le rôle des acteurs privés et des sociétés technologiques qui poussent à la consommation, à l'utilisation de ces dispositifs. C'est particulièrement présent aux États-Unis. Leur économie est fondée sur ça. Une partie de l'économie est fondée sur ça. Et évidemment, il y a non seulement des intérêts de surveillance de la population, des intérêts plus politiques, mais aussi des intérêts économiques qui convergent. Et ces dispositifs sont très souvent mis en place au niveau des municipalités, avec très peu de débats dans les conseils municipaux, voire pas du tout, très peu de contrôle, absolument pas, la plupart du temps, absolument pas de charte de vie privée ni quoi que ce soit, aucune information ou quasiment des personnes, des populations, et bien sûr, tout le monde est surveillé. Et comme on est dans un espace public, on n'a pas d'attente de vie privée dans un espace public, donc on ne bénéficie pas de la protection du 4e amendement. Donc là, je pense qu'il y a ce niveau local à ne pas oublier, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait dans ces dispositifs en France et en Europe, mais on peut imaginer qu'ils arrivent. Oui, il me reste 5 minutes. On peut imaginer qu'ils arrivent. S'agissant de la surveillance externe, bien sûr, c'est la loi principale, c'est FISA. Je ne parlerai pas de la FISA Court, du manque de transparence des décisions rendues. Je voudrais simplement dire qu'en principe, ce texte ne concerne que la surveillance extérieure, mais au gré des évolutions, des amendements de ce texte, au fur et à mesure, le champ d'application de ce texte grignote sur la surveillance interne. Ce qui fait que ce que je vous disais, la distinction que j'ai faite est de plus en plus artificielle. Mais je voulais surtout signaler la nécessité aujourd'hui de réformer ou de revoter la section 702, la fameuse section du FISA, qui a fondé le programme PRISM et la surveillance de masse des étrangers situés hors du territoire de l'Union, donc des non-citoyens américains situés hors du territoire de l'Union, c'est-à-dire nous tous, ici présents. Donc c'est ce fameux programme PRISM qui a permis, qui s'est fondé finalement sur cette section 702 et qui a été adopté en 2008, révisé en 2012, avant les révélations de Snowden. Et donc aujourd'hui, les textes avaient été adoptés pour 5 ans. Aujourd'hui, le Congrès doit se prononcer pour savoir que faire de cette section. Alors va-t-il le revoter en l'état? Va-t-il apporter des garanties? On ne sait pas encore. Sous l'ère Trump, vous savez que vous comprenez que le jeu politique est un petit peu différent d'habitude. Et surtout, je voulais aussi signaler encore une fois les entreprises de technologie qui viennent dans le débat pour essayer de pousser à la révision de cette section 2 dans un sens protecteur des libertés, alors pas pour nous faire plaisir, ni pour protéger les individus, mais dans l'idée de redorer un peu leur blason, parce que Snowden a quand même montré les liens entre les entreprises privées et l'État américain, pour essayer de redonner confiance aux consommateurs, ce qui rejoint très clairement le débat Apple contre FBI, s'agissant de la cryptologie des téléphones et s'agissant des backdoors. Donc tout
vous voyez, tous les débats se mêlent et s'entremêlent, et les entreprises de technologie, évidemment, ont une influence forte sur le débat. Donc pour conclure, et pour respecter à peu près le temps, pour conclure, je dirais simplement que les révélations Snowden, finalement, n'ont pas nécessairement apporté beaucoup de garanties en plus. Je n'ai pas parlé du Freedom Act et des petites dispositions qu'il apporte, mais qui ne changent pas fondamentalement les choses. Et donc, ce qui sera décidé d'ici la fin de l'année pour le FISA donnera quand même une tendance sur l'impact de ces révélations s'agissant de la surveillance externe. Merci.